Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes et renouvelables. On ne le présente plus, Xavier Perminja, directeur d'activité dans le photovoltaïque chez Unit. Bonjour Xavier. Bonjour Marian. Aujourd'hui, nous voulons voir un peu plus en détail tout ce qu'il y a à savoir sur la ferme photovoltaïque. Xavier, peux-tu nous donner ta définition de l'agrivoltaïsme ? Alors c'est bien déjà que tu parles de ma définition parce qu'il se trouve qu'aucun des acteurs du secteur a la même. Donc aujourd'hui ce qu'on défend chez Unit comme proposition pour définir l'agrivoltaïsme, c'est coupler une production photovoltaïque avec une production agricole sans dégrader la production agricole sur un terrain d'implantation. Il y a pas mal d'autres acteurs du secteur qui vont pousser pour qu'on donne une définition plus stricte en disant par exemple que le solaire doit apporter un bénéfice à la plante ou à l'élevage. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que ça nous paraît suffisant de dire qu'on maintient l'activité sans forcément avoir à prouver qu'on apporte un bénéfice, même si on estime qu'avec le changement climatique, avec pas mal de paramètres là, qui bougent beaucoup en ce moment, on estime qu'installer une ferme photovoltaïque, si elle est bien conçue, peut avoir un effet positif sur l'agriculture. C'est simplement difficile à prouver. En tout cas a priori. Alors pour ceux qui nous écoutent, on avait déjà évoqué dans les épisodes précédents pas mal des points qui vont être discutés et entendus aujourd'hui. C'est normal, ça nous permet de faire un point d'étape et de bien rassembler toutes les informations sur ce même épisode concernant la ferme photovoltaïque et donc bien sûr on parle de ferme photovoltaïque, donc de l'agrivoltaïsme. Alors je te coupe, pardon, parce qu'en fait on parle de ferme photovoltaïque mais ça ne fait pas forcément allusion à l'agrivoltaïsme. C'est un peu la définition d'une centrale photovoltaïque. On parle de ferme parce que c'est le terme qu'on utilise. Oui, je ne sais pas si c'était une de tes questions suivantes d'ailleurs, mais en tout cas j'y viens dès maintenant. Donc finalement, ce que nous on appelle une ferme solaire, c'est une centrale solaire. Donc il n'y a pas cette notion d'agricole n'est pas forcément présente dans toute centrale. Aujourd'hui, on a plein de projets ou de centrales qui sont construites sur des délaissés autoroutiers, des décharges, des carrières, et même dans ce cas-là, on parle de ferme solaire. L'agrivoltaïsme, c'est un peu un terme assez récent, qui est en cours de définition justement, qui s'attache à définir ce que peut être une production photovoltaïque sur un terrain justement agricole, avec un usage agricole, qu'il soit de culture ou d'élevage. Dans ce cas-là, est-ce qu'il existe plusieurs types d'agrivoltaïsme ? Est-ce qu'il en existe différentes sortes en général ? Il existe quasiment autant de sortes que de projets. Aujourd'hui, c'est pareil, on avait déjà parlé dans d'autres épisodes, mais nous, on a pas mal de projets sur des élevages avicoles. On a des projets aussi, des centrales déjà construites, même sur des zones de pisciculture. On a des centrales en développement sur des zones de culture, donc de grandes cultures, soit de maraîchage, soit de céréales et autres. Et effectivement, il y a donc toutes ces formes d'agrivoltaïsme qui sont aujourd'hui en cours de développement, avec des structures qui peuvent être soit des structures de type ombrière, on en a parlé dans un épisode précédent, soit des panneaux qui sont plus bas, mais qui sont davantage espacés pour qu'on puisse avoir des cultures entre chaque table, soit des panneaux qui sont sur des trackers. Ce qu'on appelle des trackers, c'est donc des panneaux qui vont suivre la course du soleil, soit des trackers multi-axes, qui sont en fait des espèces de grands rectangles qui ont un axe de rotation est-ouest, nord-sud, soit des trackers mono-axes, où on a des grosses bandes de panneaux qui vont simplement pivoter d'est en ouest pour suivre la course du soleil dans la journée. Et on parle aussi aujourd'hui de structures verticales. Donc ça, c'est un peu nos Unit aujourd'hui, on n'est pas forcément très convaincus par cette solution, puisqu'elle n'a pas forcément démontré sa viabilité économique. Mais c'est quelque chose qui est étudié par certains de nos confrères, et nous-mêmes, on a un démonstrateur en cours de développement. L'idée, c'est de mettre des panneaux qui soient aussi très espacés. On peut savoir 10 à 12 mètres entre chaque rangée. Et puis des panneaux qui sont verticaux, qui permettent donc de ne pas faire d'ombre, tout simplement, aux cultures qui auraient en dessous, quoi. Mais ça pose d'autres problèmes, par exemple, à des sujets de casse, puisque sur ce type de panneau, si on fait passer une moissonneuse entre les tables, tu te doutes bien que ça peut avoir un impact assez fort dès lors qu'il y a une pierre qui vole, quoi. Oui, je comprends. Et on n'a pas évoqué l'éolien ? L'éolien, c'est un bon moyen de coupler une production d'énergie avec de l'agriculture, puisque finalement, aujourd'hui, quand on met une éolienne, on peut cultiver en dessous. Il y a un socle, il y a une sorte de base qui va être au pied de l'éolienne sur laquelle ça va être impossible de cultiver. Mais à part ça, finalement, à mon sens, c'est un bon moyen de coupler les usages. Ça pose d'autres problèmes, notamment des problèmes de co-visibilité, donc c'est pas parfait. Mais voilà, c'est une autre façon de faire. J'aimerais quand même savoir quels sont les avantages et les inconvénients de l'agrivoltaïsme que toi, depuis le temps que tu travailles dans ce secteur, tu as pu relever. Je sais qu'on en a déjà parlé,
Mais si tu peux refaire un petit point là-dessus, une piqûre de rappel, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Il faut voir pour qui, quel avantage on parle et pour qui on en parle. Si c'est pour le propriétaire du foncier, l'avantage, il est déjà financier, on ne va pas se voiler la face, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir une location de son terrain en plus de maintenir sa production agricole. Ensuite, il va y avoir un avantage pour l'exploitant, selon nous, en tout cas, avec un confort d'utilisation, selon le type d'exploitation dont on parle, bien sûr, qui permettra, donc soit, j'en parlerai peut-être plus tard, mais d'avoir un meilleur confort d'utilisation dans le cas d'une pisciculture ou d'un élevage de volailles, soit d'estimer qu'il y aura des services rendus à la plante, dans le cas de culture. Et dans ce cas, c'est un bénéfice pour l'exploitant, dans le sens où il aura peut-être plus de stabilité et de visibilité sur ses rendements agricoles. Ça, voilà, c'est un sujet qui aujourd'hui fait l'objet de très forts débats, puisque il y a peu de centrales qui ont été construites et qui nous permettent d'avoir un retour d'expérience sur des productions agricoles sous des panneaux. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de démontrer qu'on aura un impact favorable. Ce on estime en tout cas, et ce que les études qu'on a pu lancer nous montrent, c'est que a priori, il y aurait des gains de température, une protection contre la grêle ou contre le stress radiatif que pourraient avoir les plantes. Le soleil. Bref, pas mal d'éléments qui laissent penser que ça pourrait être un bénéfice à T0, mais surtout dans les années à venir, puisque avec les dérèglements climatiques qu'on observe, il y a de plus en plus de sujets de ce type-là auxquels sont confrontés les agriculteurs. Donc moi, si je suis agriculteur, je sais que j'ai des plants qui nécessitent un peu d'ombre. Je peux aussi réfléchir par moi-même et me poser la question de est-ce que ça pourrait être intéressant de plutôt me créer un ombrage avec du photovoltaïque, par exemple. Ouais, tout à fait. D'accord, mais la décision me reviendrait, il n'y a pas de documentation à ce sujet actuellement. On sait que le photovoltaïque, c'est un gros sujet français. Et pourquoi est-ce qu'UNIT se focalise, entre autres choses, sur l'agrivoltaïsme? Pourquoi vous êtes aussi spécialisé dans cet univers? Alors déjà, c'est pas un si gros sujet français, le photovoltaïsme. En fait, on est quand même pas mal en retard, comme souvent, sur nos objectifs d'installation de photovoltaïque et de ENR en général. Pas mal en retard par rapport, par exemple, aux Allemands ou aux Espagnols. Aujourd'hui, en France, c'est environ 15 gigawatts installés de solaire, uniquement. C'est-à-dire, globalement, sur l'année 2021, environ 3%, je crois, de la production électrique. C'est assez loin des objectifs qu'on s'était fixés. Par contre, c'est sûr que c'est une énergie sur laquelle aujourd'hui le gouvernement mise énormément. Beaucoup plus que sur l'éolien, notamment pour les sujets d'acceptabilité dont on parlait un petit peu avant. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il y a un objectif de 100 gigawatts installés en 2050, donc on en est à 15 aujourd'hui, tu vois que le chemin est long à parcourir. Et c'est aussi pour ça que nous, UNIT, on se tourne vers cette énergie, puisque nos autres technos que sont l'hydroélectricité et l'éolien ont un peu moins de potentiel de développement. L'hydroélectricité parce que tout ce qui était équipable en France a été équipé en termes de seuil, et puis que la plupart des cours d'eau qui restent sont protégés. Et puis l'éolien, parce que c'est des projets très très longs et complexes à mettre en avant. Donc c'est pour ça que nous aujourd'hui, UNIT, on considère que c'est bien le photovoltaïque qui a le plus d'avenir, et c'est pour ça qu'on met nos moyens dessus. Alors, c'est un épisode un peu bilan. On a déjà évoqué le sujet. Rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler combien rapporte une ferme solaire? Alors, au-delà des gains d'exploitation dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent être conséquents mais qui sont difficiles à chiffrer, d'un point de vue financier, selon le type de terrain, selon la taille du site, selon sa proximité à un poste de raccordement, c'est-à-dire où est-ce qu'on va se brancher sur le réseau, selon les contraintes agricoles, c'est-à-dire est-ce qu'on va devoir surélever les structures, les espacer davantage, etc., etc., on peut avoir des loyers annuels qui varient entre 500 € et 6 000 à 7 000 € de l'hectare. C'est vraiment très variable, comme tu peux le constater. Mais en tout cas, voilà, c'est des sommes qui sont conséquentes. Et notamment quand on les compare au prix de la terre agricole en France, qui sont loin d'être anodines, ce qui pose d'ailleurs pas mal de sujets, puisque aujourd'hui, on voit des opérateurs qui bloquent du foncier ou qui achètent du foncier pour spéculer, tout simplement. Voilà, ce qui, pour info, n'est pas la volonté d'UNIT, puisque nous, on n'achète pas de terrain, on s'engage simplement à les louer sur du long terme. Et donc, à quoi ressemble physiquement une ferme photovoltaïque sur site? À quoi ça ressemble? Quels sont les éléments techniques? À quoi il faut être raccordé? Comment ça se passe? C'est une structure qui est assez simple en fait. C'est un des avantages d'ailleurs de ce type de moyens de production d'énergie, puisqu'une centrale solaire c'est finalement réversible, même si les projets dont on parle c'est sur une trentaine d'années. En fait, une centrale solaire, c'est quoi? C'est des tables, donc avec des structures en acier galvanisé la plupart du temps, qui sont réparties sur un champ. Sur ces tables, on a posé des modules, des panneaux solaires qui sont raccordés entre eux avec des câbles. Ces câbles eux-mêmes sont reliés à des onduleurs qui vont transformer le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif pour pouvoir les injecter ensuite sur le réseau. Et avant de les injecter sur le réseau, on va passer par des transformateurs qui vont élever la tension, qui sort en général en 800 volts des panneaux pour l'amener à 20 000 volts, qui est la tension en général du réseau électrique.
Et ensuite, voilà, via un poste de livraison, ce qu'on appelle un poste de livraison, vont être injectés sur le réseau Enedis. Et c'est de ce poste de livraison que Enedis prend en fait la main sur le courant. Et puis c'est là qu'on compte aussi la production électrique qui nous permet ensuite d'envoyer une facture, tout simplement. Le tout est souvent clôturé avec des pistes périphériques, mais qui sont finalement juste des zones dégagées qui permettent de circuler. Assez peu de pistes lourdes. Il y en a pour aller notamment jusqu'au locaux techniques et au poste de transformation, mais qui nécessitent donc des renforcements, etc. Mais finalement, il y en a assez peu sur une centrale solaire qui donc est vraiment une structure assez légère. Et à l'issue d'un projet, nous d'ailleurs, on s'engage à remettre le terrain à son état initial. Donc on démantèle tout et finalement, il ne reste plus rien, quoi. C'est un des avantages assez importants, notamment par rapport à on reproche souvent aux éoliennes d'avoir des socles de béton de milliers de tonnes, etc. Donc aujourd'hui, on est obligé de les enlever, bien sûr, mais malgré tout, c'est aussi des gros travaux de démantèlement à prévoir, beaucoup plus que sur une centrale photovoltaïque. Donc là, tu viens de parler des étapes de fin d'un cycle de vie d'une ferme photovoltaïque, mais il y a aussi des étapes en amont. Quelles sont les étapes pour mettre en place une ferme photovoltaïque ? Alors la première étape, c'est de venir voir Unit. Là, on vous dit si oui ou non votre terrain il est intéressant pour une centrale solaire. Nous, il ne nous faut pas beaucoup de temps pour se rendre compte du potentiel. Ça va dépendre, comme je vous disais tout à l'heure, de la surface et d'autres paramètres, mais c'est essentiellement la surface dispo et le type de culture sur site. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé un accord foncier avec le propriétaire, là, on lance une étude d'impact environnemental qui va durer environ 1 an. On va aller vérifier les espèces présentes sur site et voir l'impact qu'aura la centrale sur l'environnement. On va essayer évidemment de limiter cet impact au maximum. Une fois qu'on a cette étude et d'autres études annexes que je ne vais peut-être pas détailler, mais on a parlé je crois dans un autre podcast, on va déposer une demande de permis de construire, dont l'instruction prend aussi quasiment 1 an sur les gros projets. Là on parle que de gros projets, donc c'est les permis qui sont instruits en préfecture, il y a l'enquête publique. Et puis quand on a le permis, là soit on trouve un acheteur pour notre électricité qui peut être un gros industriel qui va s'engager à prendre la consommation de notre parc. Et là, on lance la construction, donc il faut compter encore 6 mois à 1 an avant d'injecter les premiers kilowattheures. Et donc là, on aura signé un contrat avec un gros industriel, ou alors on aura répondu aux appels d'offres du gouvernement via la Commission de régulation de l'énergie, qui nous aura octroyé un tarif de rachat aussi garanti pendant 20 ans. Ça dépendra aussi des caractéristiques de chaque site, puisque les fameux appels d'offres dont je parlais, les sites ne sont pas tous éligibles à ces appels d'offres. Il y a pas mal de critères à prendre en compte. Mais je pense qu'il serait fastidieux d'en parler là. Je te crois, mais ça peut donc ça peut donc prendre un peu de temps, ou ça peut en prendre moins selon les réponses des différents organismes. Tout à fait. Peux-tu nous donner un exemple de chantier photovoltaïque et ses résultats ? Ouais, nous, il y a une centrale qu'on aime bien mettre en avant parce que c'est vraiment la première centrale agrivoltaïque, finalement, avant même qu'on parle d'agrivoltaïsme en France. C'est une centrale sur une pisciculture qu'on a construite en 2011. Et en fait, c'est vraiment l'exemple type de projet gagnant-gagnant qui nous permet de dire que, avant tout, cette centrale, elle rend des services à l'exploitation agricole. C'est un chantier que nous, on a en plus monté en un temps record. Je crois que ça a pris 4 mois pour une centrale qui fait environ 5 MW. Donc c'est loin d'être anodin. Et en plus, dans des conditions où on travaillait au-dessus de bassins piscicoles, etc. Donc il y avait pas mal de contraintes. Aujourd'hui, cette centrale, après plus de 10 ans d'exploitation, on se rend compte qu'elle offre vraiment des services très, très conséquents. Déjà une protection aviaire, c'est-à-dire que les poissons, donc c'est les truites qui sont en dessous, il y avait une grosse mortalité directe puisqu'il y avait des oiseaux qui arrivaient à passer entre les filets pour attraper des poissons, et puis une mortalité indirecte liée au stress en fait, tout simplement. Il se trouve qu'il suffit qu'il y ait un nuage qui passe au-dessus d'un bassin et il y a quelques poissons qui meurent parce qu'ils croient que c'est un prédateur, quoi. Ça permet aussi de limiter le déploiement de pathogènes, notamment dû au déplacement des oiseaux entre différents sites piscicoles. Donc, ça permet de créer des ombrages qui diminuent la température des bassins. Donc on a en moyenne plus d'1 degré d'écart entre les zones qui sont sous ombrage et celles qui sont en plein soleil. Et puis ça permet de diminuer la consommation d'oxygène des poissons, limiter la prolifération de bactéries. Enfin, c'est vraiment le type de projet parfait, puisqu'en plus de ça, évidemment, on produit de l'énergie solaire. Et en plus de tout ça, il y a aussi un confort d'exploitation pour les exploitants qui est important, puisqu'avant, c'était des filets qui étaient au ras de l'eau. Et maintenant, avec les ombrières, ils peuvent passer sans avoir à se courber, etc. Donc, c'est non négligeable, quoi. Donc, voilà, c'est une très belle centrale qu'on aime bien mettre en avant. On a d'autres projets du même ordre, là, en cours de développement, et on en est assez fiers. Excellent. Et donc, pour les gens qui nous écoutent, qui aurait intérêt à te contacter ou à contacter Unit ? Quels sont, en gros, les terrains qui vous intéressent ? Je pense qu'il ne faut pas se mettre trop de filtres si vous êtes propriétaire d'un terrain. L'idée, c'est qu'au-delà de 2-3 hectares, nous, on regarde tout. Pour tout ce qui est élevage, etc., 2-3 hectares, ça commence à être bien. Et puis pour les zones de culture, ça va être plus 5-10 hectares.
Mais finalement, nous, on est prêt à tout étudier et assez vite à dire si oui ou non il y a un intérêt. Donc dès lors que vous êtes propriétaire d'un terrain sur lequel vous avez les droits, hein, c'est-à-dire que s'il y a des baux qui courent sur du long terme, ça peut être problématique. Mais finalement, nous, on regarde tous les terrains qui peuvent nous passer sous les yeux, quoi. Donc tu l'as dit, à l'exception des terrains qui seraient vraiment trop petits. Voilà, si on doit mettre une limite, on va la mettre à 2-3 hectares. Après, il y a quelques critères peut-être rédhibitoires, mais finalement, ils sont assez rares, hein. On va dire qu'une zone de grande culture avec des super rendements dans la Beauce ou en Limagne, ouais, c'est peut-être pas le type de terrain qu'on va viser en priorité. Et puis les zones avec une topographie trop complexe, c'est sûr que les terrains en pleine montagne, c'est pas idéal pour des centrales comme les nôtres. Dans tous les cas, on proposera une manière de te contacter ou de contacter Enit en description de cet épisode. Merci beaucoup à toi, Xavier, pour toutes ces réponses. Merci Marian. Et à très bientôt. Et à très vite. À tous ceux qui nous écoutent.